nous, messieurs, dames, on fait un peu de réglage. On va commencer dans 1 minute exactement. On laisse les dernières personnes rentrer. Il va y en avoir qui vont nous rejoindre, sûrement avec un peu de retard du fait que Ok, bonsoir à tous. Il est 20 heures à Jérusalem, 19 heures en France. Un plaisir de vous retrouver d'habitude le jeudi et le dimanche, mais cette semaine exceptionnellement, une troisième fois dans la semaine. Nous aurons l'occasion de parler de notre conférence de demain tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous marquons d'habitude les fêtes du calendrier israélien, du calendrier juif traditionnel, religieux. Et cette année, nous allons aussi marquer, j'allais dire, une commémoration internationale, la commémoration de la journée internationale de la Shoah. Je crois que dans la mesure où nous sommes arrivés à faire passer cette loi à l'ONU et que le monde, un petit peu, même si c'est du bout des doigts, parle un peu plus de la Shoah en cette journée de la libération des camps de 1945, je crois que c'était une bonne occasion pour nous de pouvoir soulever le sujet un petit peu plus. Nous savons que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui n'est pas assez traité, et j'espère que nous allons pouvoir commémorer de façon digne, d'abord en cette soirée de Tou Bishvat, qui est quelque part aussi la fête de la renaissance de la nature, j'allais dire en Israël, où on voit déjà les bourgeons fleurir, et on va vous en dire quelques mots tout à l'heure. Et aussi cette commémoration qui est triste, mais qui fait partie de notre histoire. Voilà, donc vous êtes sur les directs de l'Organisation sioniste mondiale. Je m'appelle Avisana, avec mes collègues Yasmine Manahem à Paris, qui est organisatrice de ces programmes, et notre associé Aftali Lévy à Jérusalem. Nous vous proposons ce programme ce soir une fois de plus. Je vous rappelle juste en 2 mots les principes, bien que nous avons un auditoire qui est de plus en plus fidèle. Donc nous allons entendre tout à l'heure l'intervention de Meira Barer, qui est notre invitée ce soir, que je vais présenter dans quelques instants, et qui va se présenter par la suite. Et ensuite, effectivement, vous pourrez poser des questions si vous en avez à travers le chat. Donc vos micros resteront fermés et ce sera un dialogue entre nous et Meira, notre invitée. Voilà. Meira habite Jérusalem, je crois, 25 ans. A écrit un livre qu'elle a publié il y a maintenant 1 an et demi. D'ailleurs, c'était au mois de juillet, c'est peut-être pas un hasard, on va en parler tout à l'heure, en juillet 2019. Elle a écrit un livre qui s'appelle Comme un tison sauvé du feu. Et ce livre, c'est un petit peu l'histoire de sa vie, c'est quelque part une autobiographie. Et pour toutes les personnes qui sont proches du monde de la Shoah et qui ont vécu des traumatismes aussi importants, ce n'est pas toujours aussi simple que ça ne puisse paraître de parler, de raconter et parfois même de mettre par écrit ces souvenirs douloureux. Alors la première question que je voudrais vous poser, Meira, c'est effectivement pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui a été un petit peu le déclencheur? Pourquoi à ce moment de votre vie? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Bien, je vais essayer de répondre le plus simplement possible. D'abord, je voulais aussi dire bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu, merci d'être présent pour m'entendre et m'écouter. Et aussi souhaiter une bonne fête de Tou Bishvat, puisque c'est aussi ce soir. C'est la fête du renouveau des arbres et ça tombe bien. Oui, alors, Avi, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a pris à un moment de ma vie de vouloir écrire ce livre? Eh bien, parce que justement, au bout de beaucoup de temps, et alors que j'étais déjà à Jérusalem que j'avais fait mon alia depuis à peu près 25 ans, donc je n'avais pas fait une alia évidemment très jeune, ni en sortant de l'armée, ni en sortant de l'université, ni en ayant construit ma vie ici, mais au contraire, alors que ma vie était déjà bien avancée, je suis partie pour Israël, j'ai fait l'alia, et ça va faire maintenant 25 ans. Et pourquoi à un moment, j'ai ressenti la nécessité qu'il fallait que j'écrive. Parce que il fallait à ce moment que l'écrit remplace les paroles. Les paroles que je n'avais pas pu dire avant, ni petite, ni grande, ni plus grande, ni même maintenant, parce que parler, c'était beaucoup trop difficile et c'était
un sujet que je ne savais pas comment aborder. Mais à un moment, je me suis dit, il faut quand même que mes enfants, et surtout mes petits-enfants, sachent qui je suis, sachent qui est leur grand-mère qu'ils n'ont jamais connue habitant en France, puisque lorsque l'aîné de mes petits-fils est né, c'était un an après mon alia. Il faut croire que déjà le hasard faisait bien les choses. Et ils m'avaient toujours connu, habitant en Israël. J'étais leur Bouba, puisqu'ils m'appellent Bouba, leur Bouba israélienne. Mais à un moment, je me suis dit, il faut quand même que mes petits-enfants sachent mais qui je suis, pourquoi je suis en Israël, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi. Mais oui, leur dire qu'à un moment, oui, je suis née en France, j'ai vécu en France, j'ai eu un grand parcours de vie en France, et il fallait que ce soit dit, tout au moins écrit, si je ne pouvais pas prononcer ces paroles-là. Et mais comment même écrire? Parce que en théorie, ça peut paraître facile de dire, bon, ben, écrire, il faut écrire et puis ça va venir. Mais non, pas du tout. Écrire, c'est très difficile aussi. Et écrire surtout de ce qui s'était passé très, très peu de temps après ma naissance. Et pour pouvoir le faire, il fallait que je retourne à ce que j'appelle là-bas. Le là-bas que j'ai voulu oublier, pas forcément oublier, mais mettre de côté pendant la plus grande partie de ma vie, parce que c'était justement pratiquement pas possible de pouvoir en parler, et que le silence remplaçait les paroles, même quand c'était très dur. Et donc, pour ça, pour écrire, il fallait retourner à ce là-bas auquel je n'avais pas touché pendant des années. Alors, et il y a eu des déclics. Alors, oui. non, allez-y, allez-y, je croyais que… Non, non, justement, j'ai… Alors, non, justement, je veux dire, ce là-bas qui est si lointain, il faut rappeler que vous êtes né, si je me trompe, en 1941, à Paris, si je me trompe, hein, tu me corrigeras. Je ne me trompe pas, c'est bien à Paris, le 31 octobre 1941. Voilà. Et donc finalement, tu es né en pleine guerre à Paris, en pleine occupation. Oui. Et effectivement, comme pour beaucoup des gens de la communauté juive de Paris, et c'est pour ça que j'ai dit tu as édité ton livre, peut-être c'est un hasard, au mois de juillet, le 16 juillet 1942 va être finalement la première très grande étape de la vie de ta famille. Alors, je sais qu'une partie des choses t'ont été racontées, mais tu l'as vécu au fond de toi-même. Tu peux nous recadrer un petit peu l'histoire de ta famille, d'où vient-elle, est à Paris? Oui. Alors, d'où vient ma famille en premier? Eh bien, ma mère venait de Pologne, d'une ville qui s'appelait Kalisz, en Pologne, qui est une ville relativement déjà importante. Elle est venue à l'âge de 8 ans avec ses parents. Et donc, elle était encore très jeune lorsqu'elle est arrivée en France. Et mon père, lui, est né à Pinsk. Pinsk, c'est une ville de ce qu'on appelait à l'époque la Biélorussie ou la Russie blanche. À certains moments, c'était polonais, à certains autres moments, c'était considéré comme russe. Et mon père, donc, est venu dans les années 30-32. Mon père était étudiant à Varsovie. Et il est venu à Paris pour continuer ses études et il s'est inscrit à la Sorbonne. Mon père donc ils se sont rencontrés à Paris. Donc mon père et ma mère se sont mariés à Paris. Et lorsque je suis née, j'avais déjà une sœur aînée qui s'appelle Annette, qui a 9 ans de plus que moi, et mon frère aîné qui a 3 ans et demi de plus que moi. Et moi, donc, je suis née le 31 octobre 1941. Évidemment, ce que je vais vous raconter maintenant, je ne peux pas m'en rappeler, puisque c'est arrivé quand j'avais 9 mois et que je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard. Et je l'ai su non pas parce que ça m'a été raconté, mais parce que par bribes, j'entendais certaines choses et que ma sœur aînée, justement, excusez-moi, et que ma sœur aînée, elle, qui avait des souvenirs évidemment alors que je n'en avais pas,
poser certaines questions à ma mère qui pouvait lui répondre, mais moi, je ne pouvais absolument pas poser de questions. Et ce que j'ai appris par la suite, je l'ai surtout appris de ma sœur Annette, mais beaucoup plus tard. Alors, de ce qui s'est passé ce 16 juillet 1942, donc je n'en ai pas évidemment de souvenir. Mais pour ceux qui sont déjà au courant, mais de toute manière, je vais le raconter, les Juifs qui avaient d'abord été recensés à Paris, il y avait une étape qui avait précédé ce 16 juillet, c'était ce fameux billet vert qui intimait aux familles juives de vouloir se recenser en venant au commissariat. Donc, les Juifs qui étaient évidemment très voulaient être, ne pas déjà défier, différer des instructions, on va dire, ou des consignes surtout qui leur étaient données. Donc, se sont présentés au commissariat. Mon père a fait comme les autres et mon père donc est allé se faire recenser en donnant son nom, son prénom, le nom de son épouse, qui était donc ma mère, qui s'appelait Blanche et qui était polonaise. Son nom polonais, c'était Brana. Ma mère s'appelait Brana Schwarzbart. Et mon père est allé déclarer donc ses enfants, ma sœur, et puis mon frère. Moi, je n'existais pas encore. Et donc, ce qui s'est passé, que c'est le 16 juillet 1942, avant ce jour-là, des rumeurs ont couru sur une rafle possible, justement à Paris et dans la région parisienne. Donc, ces rumeurs qui couraient, elles n'étaient pas les premières, mais celles-ci semblaient beaucoup plus sérieuses. Mon père, lui, en a entendu parler et il a quitté la maison. On habitait à côté de la gare de l'Est, Faubourg Saint-Martin, pour ceux qui connaissent, au numéro 134. Donc, mon père est parti et il a laissé ma mère qui se trouvait là. Ah non, je vous ai dit que je n'existais pas encore pour le billet vert. Donc, il ne m'a pas déclaré pour le billet vert, il m'a déclaré. Mais j'étais là donc pour ce 16 juillet, puisque le temps avait passé. Et donc, mon père a quitté l'appartement en se disant, si jamais il y a une rafle, ils ne viendront pas, ils veulent les hommes, ils ne vont pas chercher des femmes avec des bébés, etc. Donc, mon père a quitté l'appartement. Mais il s'est trompé. Parce que cette rafle qui portait un nom de code, d'ailleurs, ça s'appelait Opération Vent Printanier, c'est un très joli nom pour désigner quelque chose de pas beau du tout. Et la police française est venue à la maison, et où j'étais seule avec ma mère, parce que ma sœur aînée, Annette, et mon frère étaient déjà cachés, eux, à la campagne. Ma mère les avait déjà placés à la campagne. Donc, j'étais seule avec ma mère. Donc, les policiers sont arrivés, ou les gendarmes, ou les policiers, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est la police, je crois. Police, oui. Et c'est la police. Hein. Oui. Et donc, ils ont dit à ma mère qu'elle devait les suivre, et avec moi. Et donc, ma mère n'avait pas le choix, elle est partie avec eux. Et là, il y a un doute parce que les souvenirs de ma sœur commençaient à ne pas être très clairs. Au début, elle a dit que c'était au commissariat, mais après, elle a dit que c'était au Veldiv. Mais je pense qu'effectivement, c'était le Veldiv directement. Évidemment, le Veldiv, vous pouvez imaginer ce que c'était, c'est-à-dire des milliers de personnes qui étaient rassemblées là. Il faisait une chaleur épouvantable, une odeur pestilentielle, il n'y avait pas d'hygiène, il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes handicapées, il y avait des femmes enceintes, il y avait des bébés, il y avait des enfants qui pleuraient. Et c'était terrible. Entre-temps, mon père, qui était rentré, a su par les voisins ce qui s'était passé. Ce qu'il a fait, il est allé à toute vitesse au commissariat, et du commissariat, il a été embarqué pour le Veldiv. Au Veldiv, il nous a retrouvés. Il a retrouvé donc ma mère et moi, et il a aussi retrouvé mes grands-parents maternels,
qui avait aussi été raflé. Donc, il nous a retrouvés là-bas tous ensemble. Et moi, il paraît qu'à cette époque-là, j'étais déjà probablement ce que je suis devenue plus tard, c'est-à-dire que je pleurais et que surtout je criais énormément. Il y avait un gendarme qui se trouvait pas très loin de ma mère et qui l'a appelé et qui lui a dit, écoutez, votre fille, votre bébé a faim, elle a soif, vous allez descendre lui acheter du lait, et il lui a fait comprendre de parvenir. Et il s'est tourné vers mon père et il lui a dit, monsieur, vous n'accompagnez pas votre femme? Mon père, qui évidemment ne pouvait absolument pas se douter de ce qui allait se passer par la suite, a dit, mais je ne peux pas laisser mes beaux-parents sont, c'est-à-dire les parents de ma mère, qui étaient déjà pour l'époque des personnes âgées, des personnes affaiblies. Il a dit, je ne peux pas laisser mes beaux-parents, mais il ne pouvait pas se douter que ce qu'il attendait après, c'était ce qu'on appelait Pitchy Boy, le nom que les Juifs donnaient à cette destination dont on savait que c'était une destination dont on ne revenait pas, mais sans pouvoir dire en quoi elle consistait. Donc, il est resté donc, auprès de mes grands-parents. Ma mère est sortie avec moi et mon père, évidemment, a été déporté, ainsi que mes grands-parents, à Drancy. Et ensuite, je pense qu'ils sont allés d'abord à Beaune-la-Rolande, Drancy et ensuite Auschwitz. Donc, vous voyez là certains documents que j'ai donnés et qui expliquent les raisons officielles pour lesquelles mon père a été raflé. Il était en surnombre dans l'économie du pays. C'était ça la raison, la raison de la rafle de mon père et de mes grands-parents en surnombre. Pour ce qui est de ma mère et de moi, en fait, le policier qui a dit à ma mère de lui faire comprendre qu'elle pouvait partir, c'est qu'en plus, il était appuyé par la loi. Bien que malheureusement cette loi n'ait pas été appliquée par le reste des gendarmes et des juifs même qui auraient pu le savoir, la loi à ce moment-là disait que les femmes enceintes et les mères avec des enfants de moins de 2 ans ne devaient pas être raflées. Donc je n'aurais pas dû de toute façon être raflée. Mais je sais que là c'est vraiment la chance parce que je sais aussi que beaucoup d'autres bébés et enfants qui n'avaient pas 2 ans ont été raflés, ont été déportés. Voilà donc ce qui s'est passé le 16 juillet 1942. Donc je n'ai jamais connu mon père, je n'ai jamais connu mes grands-parents, je n'ai jamais connu mon oncle David, qui lui avait été déjà déporté par le convoi numéro 6. Et donc lui, il a été déporté à 18 ans, donc je ne l'ai pas connu. De même que je n'ai pas connu le frère aîné de ma mère, qui lui était le seul de la famille à ne pas avoir été déporté. Il était dans les FEFI, la MOI, pour ceux qui connaissent, et c'était l'organisation des ouvriers étrangers. Exactement, donc c'était, le plus grand nombre, c'était des Juifs. Donc lui, il faisait partie d'un réseau dans le Vercors, et ils ont été dénoncés, et c'est la milice qui a attrapé leur groupe, et il a été fusillé peu de temps avant la libération. Donc il est au musée de Lyon, au musée de la Résistance de Lyon, et lui, il s'appelait Léon Schwarzbart. Ce que vous voyez là sur les photos, c'est ma grand-mère, donc, que je n'ai pas connue en haut, avec mon oncle David, quand il était petit, et évidemment, après, il a été déporté à 18 ans. Et là, c'est mes grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère Schwarzbart. Et à gauche, c'est le cousin germain de mon père, qui s'appelle Miron Burstein. C'est la seule famille, je vous parlerai de lui plus tard. C'est la seule famille que j'avais du côté de mon père. Lui, il a été déporté en 1944, mais il était médecin. Et donc, je pense que ce qui l'a sauvé, c'est que probablement parce qu'il était médecin, il devait être affecté peut-être à un endroit où il n'était pas parmi les prisonniers.
ceux qui faisaient les travaux les plus durs, donc parce qu'il était utile, et que c'était en 1944, et donc que la fin de la guerre était proche. Voilà, ça c'est ce que je peux vous raconter sur ma naissance, ce qui a entouré ma naissance, la rafle du Veldiv, dont je n'ai absolument pas de souvenir, mais que j'ai su plus tard. Alors, finalement, Meïra, tu te retrouves, j'allais dire, à l'âge de 1 an, orpheline sans le savoir pour le moment, avec une partie de la famille qui a disparu. Comment se passe ta première enfance? On est encore en pleine guerre en France pour de nombreuses années. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que ma mère et moi, elle ne peut plus rentrer chez nous parce que les scellés ont été mises. Alors, elle va donc la seule adresse où elle pouvait aller, puisque ses parents aussi avaient été raflés. Elle ira chez un ami de ses frères, qui n'est pas juif et qu'elle connaissait, et qui, lui, va lui ouvrir sa porte, chez qui elle va se réfugier. En attendant de pouvoir me cacher, et donc elle va essayer de trouver des familles de paysans à la campagne. Elle va en trouver une dont évidemment je n'ai pas de souvenir, mais que l'on m'a raconté où j'étais encore bébé. Il paraît que cette famille voulait m'adopter. Donc ma mère, quand elle l'a su, ne m'a pas laissée chez eux. Et après, j'ai été placée dans différentes familles où je ne peux pas dire que j'ai été bien traitée. Et je ne ferai pas, certainement pas obtenir la médaille des justes à ces familles-là. Mais j'ai quand même des souvenirs, vous voyez. Moi, il y a des personnes qui n'ont pas de souvenirs avant l'âge de 7 ou 8 ans. Et moi, j'ai quand même des souvenirs. C'est-à-dire, mes souvenirs sont comme des flashs. Et par exemple, je me rappelais très bien que j'étais dans une ferme avec un petit garçon qui s'appelait Jean-Pierre. Lui non plus n'avait pas sa maman. On était tous les deux. Et je me rappelle qu'on jouait dans la cour de la ferme où il y avait des poules et où il y avait voilà, les chiens, les poules. Et on s'amusait à mettre des escargots dans nos culottes. Et ça, c'était bon, j'ai un souvenir comme ça. Malheureusement, j'ai d'autres souvenirs où la femme chez qui j'étais m'obligeait à manger. Je voulais absolument pas, certainement, refuser. Je refusais ce qu'elle me mettait dans mon assiette. Et elle m'obligeait à manger mon vomi dans mon assiette. Ça, c'est des flashs que j'ai. Certains autres flashs, c'est évidemment l'absence. C'est évidemment le ressenti que j'avais, c'est-à-dire la solitude, la peur, le froid, l'attente de ma mère que j'attendais tout le temps. Jean-Pierre, lui, avait sa mère qui venait le voir beaucoup plus souvent. Peut-être il n'était pas juif, je ne sais pas. Ma mère devait venir certainement quand elle le pouvait parce qu'il fallait qu'elle travaille pour payer ces gens chez qui j'étais. Ce n'était pas gratuit. Ce dont je me souviens aussi, justement, c'est que le soir, je me mettais à genoux et puis je priais Notre Père qui êtes aux cieux, que ce petit Jésus dont on me parlait, je disais au petit Jésus qu'il m'amène ma mère. Voilà. Et ça, c'est les souvenirs dont je me rappelle. Et des souvenirs de plus tard, c'est j'allais à l'école et c'était très très important l'école parce qu'on était dans des classes avec des divisions. Après c'était plus comme ça à Paris. Donc on était dans des classes avec des divisions où les petits étaient avec les plus grands. Donc je devais avoir peut-être 3 ans ou 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et la maîtresse apprenait la lecture aux plus grands et moi je regardais le tableau et j'adorais ça. Donc, ce qui fait que très, très tôt, j'ai su lire et que ça a été vraiment très, très, très important au cours de ma vie d'avoir su lire très, très tôt. Et donc, voilà, j'ai su lire très tôt. Et ce dont je me rappelle aussi, c'est que encore plus tard, on était tous rassemblés dans les rues du village et tout le monde attendait des camions, des grands camions verts. Et on nous disait que c'était des Américains. Et ils étaient très gentils parce qu'ils nous distribuaient des chewing-gums, des chocolats.
des petits savons, et vraiment on les applaudissait, c'était des Américains et ils étaient très gentils. Voilà ce que je peux vous dire de mes souvenirs, de mes vrais souvenirs, ça c'est ce que je vous ai dit, et de mes non-souvenirs qui m'ont été racontés de mon enfance, de ma petite enfance. Et Combien sur ta de couverture? Tu comment? écris, tu résumes ça en une phrase dans ta quatrième de couverture. J'ai 4 ans, ma mère a perdu la capacité de m'aimer, mon père a disparu. Je crois que c'est un petit peu ce que tu nous as résumé dans ces 2 phrases, c'est que finalement, bien que ta mère ait survécu à la rafle, finalement, tu t'es retrouvé jusqu'à tes 4 ans, jusqu'à la fin de la guerre, quasiment seul. En tous les Et cas, je me sentais très seule, très, très seule. Mais justement, je vais vous dire quelque chose, malgré la solitude, malgré l'abandon, parce que j'étais un bébé, pour moi, j'étais un bébé abandonné, et malgré ces gens qui me maltraitaient, j'avais quand même j'avais un soutien. Et ça, je vais vous le dire, parce que pour un enfant, ça compte énormément. Mon soutien, c'était la niche du chien. J'ai toujours été, toute ma vie, j'ai toujours été très, très attachée aux animaux et surtout les chiens, parce que la niche du chien et le chien était le seul endroit où j'avais de la chaleur, où je pouvais me blottir, où je pouvais le caresser. Et le chien me le rendait bien. Il était là, je pouvais me réchauffer auprès de lui. Et à cette époque-là, je me suis dit que, et plus tard d'ailleurs, pour avoir déjà vécu ça et l'après, je me suis dit que je devais être équipée, mais ça évidemment je me le suis dit plus tard, je n'avais pas de mots à ce moment-là, d'un kit de survie. Et c'est peut-être drôle pour les gens qui entendent ça maintenant, mais je me suis dit que je devais être équipée d'un kit de survie. Évidemment, je n'avais pas ces mots-là, mais je le sentais. Alors voilà, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Avi, parce que ce dont tu viens de parler, c'est la fin de la guerre et mon retour dans ma famille à Paris. Donc à Paris, je retrouve donc ma mère, je retrouve ma sœur Annette, je retrouve mon frère Jacques, je retrouve quelqu'un que j'appelle papa, que je dois appeler papa, mais quelque part je sais qu'il n'est pas mon père, et j'ai un petit frère qui s'appelle Papy, et tous les deux, on appelle donc papa ce monsieur qui est à la maison. Lui, c'est son père, je le sais, mais moi, ce n'est pas mon père. Et voilà, donc ce que j'ai dit par rapport à ma mère, c'est que ma mère a envers moi quelque chose qui doit être terrible et que je comprendrai beaucoup, beaucoup plus tard, c'est que je dois représenter pour elle l'image du pourquoi elle n'est pas partie avec ses parents et avec mon père. Je pense que ma mère a porté une culpabilité terrible d'avoir survécu avec moi et quelque part j'en étais responsable. Ça, je me le suis expliqué beaucoup, beaucoup plus tard parce qu'évidemment, je n'avais pas les capacités à l'époque de comprendre pourquoi ma mère ne m'aimait pas. Ma mère me rejetait, ma mère ne me traitait pas comme ma sœur aînée et surtout comme mes frères. Ma mère aimait beaucoup mes frères, donc je me disais, ma mère doit aimer les garçons. Et elle m'en veut. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dû faire quelque chose. Mais en même temps, je ressentais évidemment le non-amour de ma mère, mais en tant qu'enfant, parce que les enfants sentent ça, je ressentais la, 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 la souffrance terrible de ma mère. Elle la portait en elle. Je ne savais pas quelle en était l'origine, mais je savais que ma mère souffrait. Et j'aurais tellement, tellement voulu que ma mère m'aime, mais je savais aussi que ma mère m'aime, il fallait que ma mère ne soit plus malheureuse. Et ça, je n'étais pas capable de lui enlever ce malheur. Alors, ce que vous voyez là sur les photos, justement, c'est ce qui a fait partie justement de mon kit de survie. C'est ce que vous voyez donc en 1947. C'est la commission de l'enfance, la commission centrale de l'enfance qu'on appelait la CCE. La CCE, c'était une organisation qui s'occupait des enfants après la guerre. Elle faisait partie de l'UJRE, pour ceux qui connaissent,
L'UJRE, c'était l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide. Et tous ces Juifs étaient communistes. Ils s'étaient battus, ils étaient communistes avant la guerre. Pendant la guerre, ils étaient dans la résistance, comme mon oncle Léon dont je vous ai parlé. Ils étaient aussi dans le groupe Manoukian, que vous connaissez peut-être de l'affiche rouge. Et donc, les Juifs communistes de l'après-guerre se sont occupés des enfants orphelins pour la plupart. L'OSE, peut-être que vous connaissez tous, qui était l'organisation centrale qui a recueilli les enfants totalement orphelins après la guerre et de toutes les nationalités. Mais le JRE et la Commission centrale de l'enfance s'occupaient des enfants, donc des petits et des grands, et surtout, la CCE était rue de Paradis, donc dans mon quartier, puisqu'on était retourné au 134 Faubourg Saint-Martin, et donc on allait au patronage. Et le patronage de la CCE, ben, c'était à ce moment-là un lieu mais extraordinaire. Pourquoi? Parce que là, vous me voyez, je ne sais pas si vous me voyez, je suis la petite fille là, en milieu, voilà, avec le gros nœud blanc, là c'est moi. Derrière moi, il y a ma sœur Annette, voilà, ça c'est Annette. Et derrière, c'est ma maman. Ma maman qui s'appelait donc Brana en polonais, mais qui ne s'est jamais appelée Brana en France, et qui s'est appelée Blanche toujours. Donc un petit peu plus haut, vous me voyez tout au fond à droite, je tiens la main d'un petit garçon, droite, en face à droite. Yasmine, à droite, c'est à droite. Yamina, bon, peut-être c'est pas grave, t'arrives pas. C'est pas moi là, c'est pas moi. Je suis celle avec le gros nœud blanc à droite. À droite. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passait à la CCE? D'abord, on était un truc extraordinaire. On était tous des enfants de déportés. On était tous pareils. À l'école, on ne savait pas ce que c'était que les enfants de déportés. Là-bas, à la CCE, on était tous des petits-enfants de déportés. On était tous juifs. Et moi, je faisais partie des jeunes bâtisseurs, c'est-à-dire les plus petits, parce qu'il y avait des catégories. Moi, je faisais partie des jeunes bâtisseurs. Ma sœur, elle, faisait partie de la chorale. Et mon frère, lui, devait certainement être dans un autre groupe. Là, vous voyez donc les photos que vous avez vues avant. Là, c'est ma maman. Où t'es repartie, là, Yasmine? Bon, c'est pas grave. Vous avez vu le portrait de ma maman. Donc ça, c'était pendant la guerre avec moi. Ma maman était très jolie, comme vous avez pu le voir. Et là, à gauche, ce que vous voyez, ça c'est plus tard, mais je veux quand même vous dire qui c'est. Je suis là avec une bicyclette. Je suis la première avec des cheveux longs. Il y a une autre petite fille. Et là, ce sont grâce à la CCE, je suppose, ce sont des familles belges qui accueillaient des enfants comme nous, c'est-à-dire des enfants de déportés, qui les accueillaient pour leur faire vivre des moments normaux auprès des familles. Et ces familles étaient vraiment très, très gentilles. Et là-bas, j'étais normale, j'étais donc aimée. Donc, je reviens à la CCE, parce qu'à la CCE, donc, on apprenait le yiddish. On apprenait des yiddish, mais avec des caractères hébreux, mais on apprenait des chansons. On fêtait des fêtes comme Hanouka avec des beignets, etc. On fêtait aussi Purim. D'ailleurs, à Purim, c'était la grande fête de l'année. On préparait un spectacle. Et moi, je me rappelle que j'entrais, c'était pour Purim, et j'entrais sur la polonaise de Chopin avec un habit en crépon bleu. Ta 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 ta. Je me rappelle très bien que c'était la polonaise de Chopin, et ça, c'était extraordinaire parce que toutes les familles, nos parents, ceux qui avaient encore des parents ou de la famille, venaient à ce spectacle de la salle Pleyel, et on avait l'impression que tout le monde était heureux, tout le monde avait oublié ce qui s'était passé. Et là, c'était vraiment des moments privilégiés. Par contre, je vais vous parler de quelque chose qu'évidemment à l'époque on ne savait pas et qu'on a réalisé bien plus tard après la guerre. C'était qu'à Noël, tous les patronages allaient dans un endroit qui s'appelait le Vélodrome d'hiver. Nous, on disait le Veldiv.
il y avait là-bas des courses cyclistes qui duraient 6 jours. Je crois que c'était la course des 6 jours. Et là-bas, on allait voir toutes ces courses du Veldiv, des 6 jours, et on nous distribuait des cadeaux pour Noël. Et ça se passait au Veldiv, là où s'était passée la rafle, là d'où mon père avait été déporté, là d'où mes grands-parents avaient été déportés. Mon père par le convoi numéro 9 et mes grands-parents par le convoi numéro 6. Mais on ne savait rien de tout ça. Nous, on était des enfants, comme tous les autres enfants. Et voilà, c'était les beaux moments que l'on vivait en tant qu'enfant, parce que maintenant, je vais vous parler de l'école. À l'école, il se trouve que j'habitais Faubourg Saint-Martin, donc comme je vous ai dit, proche de la gare de l'Est. Et pour aller à l'école, il fallait longer le canal Saint-Martin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, on allait à l'école, il y avait l'école maternelle, la grande école et tout ça, on était tous ensemble. Et donc, c'était ma sœur qui était chargée de nous emmener à l'école, avec mon frère, et moi, j'étais à la maternelle. Et à la maternelle, je vous dis une anecdote parce que ça m'a marqué, ça fait partie des souvenirs d'enfance. Évidemment, je lisais couramment. Et la maîtresse, elle était, elle se demande, mais comment ça se fait qu'une si petite fille lit couramment comme ça? Et un jour, l'inspecteur est venu, elle lui a dit, ben, il m'a emmené au cours élémentaire, à la grande école, et il m'a fait lire pour leur montrer que moi, une petite fille de 4 ans, je lisais couramment. Je peux vous dire que j'étais quand même un petit peu fière. Mais après, quand je suis rentrée donc, à la grande école, au cours préparatoire, je suppose, je restais à l'étude parce que ma mère travaillait, je veux dire, après le métier de ma mère. Et j'avais, eh bien, ma maîtresse, je restais à l'étude et j'avais une maîtresse qui était vraiment très mauvaise. Pour moi, elle était très méchante. Mais évidemment, je ne savais pas pourquoi. Quand je levais la main pour aller au cabinet, comme on disait, elle me le refusait. Et après, je allais lui montrer mes devoirs. Et en principe, j'avais droit à mes gifles pratiquement une fois sur deux. J'étais toujours giflée. Je le savais. Et je rentrais en pleurant, mais je rentrais à toute allure en longeant le canal Saint-Martin parce que j'avais besoin de faire pipi. Et quelquefois, j'y arrivais, quelquefois, je n'y arrivais pas. Et quand je disais à ma mère que la maîtresse m'avait giflé et tout ça, et tout ce qui se passait, ben, ma mère me disait, si elle t'a giflé, c'est que tu l'as mérité. Et puis, c'est tout. Et voilà ce qui se passait à l'école. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la CCE, à quel point c'était un endroit où j'ai trouvé ce que je ne trouvais pas chez moi. Mais ils étaient tous communistes. On nous passait des films sur les kolkhozes en URSS, sur le renouveau communiste et l'idéologie communiste. C'était magnifique. Mais jamais on ne nous parlait de Torah, jamais on nous parlait de textes, de Shabbat, de tout ce qu'il pouvait y avoir dans une enfance normale de petits-enfants juifs. Donc moi, autour de moi, les enfants faisaient, à 11 ans, faisaient leur première communion, tout en blanc. Donc d'une certaine façon, à un moment, je me pensais que j'allais faire ma première communion. Les fêtes, donc les fêtes qu'on avait à la maison, c'était Noël. Moi, j'attendais le Père Noël. C'était la grande fête de réjouissance de l'année parce on attendait le Père Noël qui allait passer dans la nuit. Le lendemain matin, on aurait des cadeaux, on mettait nos chaussures dans la cheminée. On avait un sapin de Noël. Et c'était extraordinaire pour nous. Mais quand même, à la CCE, je vais vous dire quand même ce qui m'a été donné, le grand cadeau que j'ai reçu à la CCE. C'est que même si on n'avait rien à voir avec les textes, on ignorait absolument tout de la Torah, du Shabbat, des bougies, de tout ça, on savait qu'on était juif. Moi, je savais que mon père était là pour moi. Et que si mon père avait vécu, eh bien, mon père m'aurait aimé. Et que c'est à la CCE, et grâce à mon père que je n'avais pas, que j'ai su que j'étais juive. Et que c'est ce qui m'a donné mon identité, c'est ce qui m'a donné ma force, et c'est ce qui m'a donné, c'est pas seulement le kit de survie dont je vous ai parlé quand j'étais petite, mais c'est une phrase que j'avais dans la tête déjà toute petite, et c'était « ils ne m'auront pas ».
Et cette phrase, elle a été pratiquement toute ma vie dans ma tête, quelque part, dans un coin. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais dans les moments de grande difficulté, elle revenait, c'était, eh ben, ils ne mourront pas. Et voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire de la Vous CCE. avez été d'ailleurs un peu à la recherche de ce père que vous n'avez pas connu. Vous avez essayé de savoir qui il était. J'ai essayé de savoir qui il était, mais c'était très difficile à cette époque-là, parce que ma mère ne parlait pas. Ma mère ne pouvait rien raconter. Ce que je vous ai dit, c'est que je l'ai su par bribes, petit à petit, de ce que ma sœur pouvait apprendre, mais sinon, on ne parlait pas. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'était que ces familles, ça, il faut quand même que je vous en parle. Quand les enfants sont revenus dans ces familles d'après-guerre, où beaucoup d'entre elles étaient déjà, où il manquait les deux parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Moi, je n'ai pas su ce que c'était que de dire mémé ou pépé. Chez moi, ça n'existait pas. Et les petits cousins chez qui on allait passer du temps, etc. Mais on était des sans-famille, nous. Et il faut que je vous dise ce que c'était que ces familles de l'après-guerre. Elles étaient toutes, je vais employer un mot que peut-être vous connaissez, elles étaient toutes zinzin. Pour moi, c'était le mot. Elles étaient zinzin parce qu'elles étaient brisées. Les gens, comment voulez-vous qu'après des choses pareilles, une femme comme ma mère, qui avait perdu ses parents, qui avait perdu ses deux frères, qui avait perdu son mari, qui avait échappé par miracle à cette rafle, comment voulez-vous qu'après la guerre, ma mère puisse être une femme qui, entre guillemets, une mère normale? Donc, il fallait bien que la souffrance de ma mère puisse s'exprimer quelque part. Donc, la souffrance de ma mère, c'était sur moi. Mais évidemment, je ne pouvais pas le comprendre à ce moment-là. Et ce qui s'est passé par la suite, puisque tu me poses la question, et sur cette époque-là, les recherches et ce qui se savait à cette époque-là, on ne le savait pas. Les organisations comme bien sûr ce qui est venu beaucoup plus tard, avec surtout les Klarsfeld, bien sûr que ça n'existait pas à ce moment-là. On ne savait pas du tout, on n'avait pas d'éléments, on n'avait rien du tout. Je sais que ma sœur, après la guerre, par exemple, elle allait tous les jours à l'hôtel Lutetia pour savoir si mon père allait revenir, puisque c'est de là-bas qu'arrivaient les déportés. Donc elle y est allée tous les jours, et en espérant que mon père allait revenir, jusqu'au moment où il a fallu se rendre à l'évidence que mon père ne reviendrait pas. Et voilà, donc après, j'essaye de vous résumer quand même, parce que sinon ce serait un petit peu long. Donc j'ai grandi. J'allais à l'école, donc je vous ai raconté mes premières années d'école. Et donc, et ma mère, il faut quand même que je vous parle du métier de ma mère parce que c'était très important. Ma mère était fourreuse. C'est-à-dire qu'elle travaillait la fourrure, comme beaucoup de juifs à cette époque-là. Il y avait la confection, il y avait la fourrure, il y avait les mécaniciens, les mécaniciennes. Et mon père, qui était un intellectuel, puisqu'il s'était inscrit à la Sorbonne, ça je l'ai su beaucoup plus tard, parce que j'ai eu son livret universitaire polonais, beaucoup plus tard, et j'ai eu son livret universitaire de la Sorbonne, où j'ai vu absolument toutes les matières dans lesquelles il était inscrit. Peut-être que je ne vous l'ai pas fait parvenir parce que, je ne sais pas, plus tard, je peux vous envoyer des photos, mais je les ai. Donc, mon père était un grand intellectuel, il parlait 7 langues et il avait une licence de philosophie de l'université de Varsovie. Mais quand il est venu en France et qu'il a fallu travailler et qu'il a fallu nourrir une famille, il a appris la fourrure comme ma mère. Donc, moi, j'adorais ça parce que à la maison, on avait ce qu'on appelait un grand appartement où ma mère travaillait depuis la maison. Il y avait le grand atelier où elle travaillait toutes les fourrures, elle clouait, elle déclouait, il y avait le mécanicien, il y avait les pots, etc. Donc moi, j'ai vécu dans l'univers de la fourrure. J'adorais ça, me blottir dans les fourrures. Et ma mère, elle est livrée chez la personne chez qui elle travaillait, qui s'appelait Monsieur Herman. Elle lui livrait les manteaux qu'elle avait faits et elle était payée.
Et quand elle revenait, qu'elle avait été payée, c'était 2 jours de joie. Parce que ma mère revenait avec des friandises, elle revenait avec des cadeaux pour mon petit frère, qui étaient des petites voitures Dinky Toys, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était des jours de joie à la maison, la fourrure. Et ces moments-là. Et voilà, donc, mais, ma mère ne m'aimait toujours pas. Et une fois, j'ai été brûlée parce qu'en courant autour de la table, ma mère n'a pas pu m'éviter, elle m'a renversé une casserole d'eau bouillante sur moi. J'ai été ce qu'on appelle ébouillantée et évidemment, on m'a amenée en urgence à l'hôpital. J'étais couverte de cloques, on devait me faire des pansements. Et ma mère m'accompagnait à ce moment-là. Et à ce moment-là, je voyais que ma mère était malheureuse de ce qui m'était arrivé. Et quelque part, j'étais presque contente de ces brûlures parce que moi, j'étais avec ma mère et qu'à ce moment-là, elle était avec moi et puis qu'elle m'aimait. Alors, je vais grandir encore et je vais vous parler aussi de quelque chose. À un moment, donc j'étais déjà au cours complémentaire. À l'époque, c'était mon cours complémentaire 2. C'était le moment où il y avait ce qu'on appelle une orientation. Et soit on était orienté vers l'examen d'entrée en sixième, qui allait conduire vers des études comment ça s'appelle, complémentaires, oui, puisqu'on avait le cours complémentaire, ou les enfants qui allaient se diriger vers ce qu'on appelait le certificat d'études pour apprendre un métier. Donc, à l'époque, ma mère avait l'intention de me faire rentrer dans ce truc-là, le certificat d'études pour apprendre un métier rapidement. Mais finalement, je pense que la maîtresse a dû lui demander de venir et elle lui a plutôt conseillé de me diriger vers l'examen, vers la sixième, et que pour ça, je devais passer un examen. Donc, finalement, j'ai passé l'examen d'entrée en sixième. Et évidemment, quand on a eu les résultats, je suis allée voir. Et comme j'étais dans les B, puisque je m'appelais Burstein, j'ai été parmi les premières à avoir le résultat et j'étais reçue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée en cavalant à toute vitesse à la maison en me disant, là, enfin, je vais pouvoir quand même annoncer une bonne nouvelle à maman. Je l'appelais maman. Tout le monde appelait, à ce moment-là, je crois que toutes les mamans juives, les enfants les appelaient maman. Donc, je suis rentrée à toute vitesse pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé bizarre parce que je n'avais pas encore parlé. Je n'avais encore rien dit, donc personne ne savait que j'étais reçue à ce fameux examen de l'entrée en sixième. Et je leur ai dit, mais au moment où j'allais parler, dire, maman, je suis reçue. Et voilà, qui parle d'un truc, mais complètement, je ne comprenais rien du tout. Figurez-vous que ma mère avait gagné le premier prix de la loterie nationale, mais le 10e, pas le vrai premier prix. Ma mère avait gagné le 10e du premier prix de la loterie nationale. Le gros lot, vous vous rendez compte? Et donc, moi, le fait que j'étais reçue à mon examen d'entrée en sixième, évidemment, c'est passé complètement inaperçu, quoi. Voilà, donc une anecdote dont je voulais vous parler de mes souvenirs. Je ne sais pas si je peux, parce que j'en ai tellement d'autres, même avant cet examen d'entrée en sixième, dont je ne vous ai pas parlé, mais il faut quand même que je vous parle de ça. C'est donc la seule famille que j'avais du côté de mon père. Avi, tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais des informations de mon père. Mais bien sûr, mon père, enfin le cousin germain de mon père, s'appelait Meyer Burstein. Lui, comme je vous ai dit, il avait été déporté en 1944. Il est revenu le seul. Je suis beaucoup plus tard qu'il pesait 34 kilos et qu'il avait le typhus et qu'il était dans un état, comme vous pouvez imaginer comment. Mais moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Moi, j'ai connu, donc, on l'appelait tous Miron, pourtant il s'appelait Meyer. Et pour moi, c'était mon père d'adoption, parce que lui, c'était ma famille paternelle. Et pourquoi je voulais vous parler de quelque chose dont je ne vous ai pas parlé? Parce que quand il venait, mais je savais que lui s'occupait de nous. Je savais qu'il remplaçait mon père. Je savais qu'il parlait yiddish avec ma mère, parce qu'à la maison, maman ne pouvait pas parler yiddish avec mon beau-père. Mon beau-père ne parlait pas yiddish, évidemment, puisqu'il n'était pas juif. Et les seules personnes avec qui ma mère pouvait parler yiddish, c'était les gens qui venaient la voir à la maison, même s'ils n'étaient pas de ma famille, mais ma mère, ils s'étaient connus là-bas à Kalish. Ils avaient tous plus ou moins la même histoire.
Et elle parlait yiddish avec eux. Et moi, je ne pouvais pas comprendre le yiddish à part quelques mots, Weizmir, et puis brachor, je sais pas, des mots yiddish que je savais comme ça, abroch, Weizmir, des mots comme ça. Mais sinon, je ne pouvais pas comprendre le yiddish. Mais ma mère parlait yiddish avec eux. Elle parlait yiddish avec Miron. Et Miron, c'était aussi un grand jour de sortie. On allait voir Miron là où il travaillait, c'est-à-dire au Centre national de transfusion sanguine, rue Cabanel, parce que donc Miron était un grand chercheur du sang, spécialiste du sang. Et je ne vais peut-être pas envoyer les photos à Yasmine, elles sont dans mon livre. Si vous voulez, quelqu'un a les photos sous la main, il pourra les voir. Sinon, je vous montre parce que j'ai le livre. Et donc, mon cousin Miron était un grand chercheur justement sur tout ce qui concernait le sang au centre de transfusion sanguine. D'ailleurs, il y a même un test qui porte son nom, le test Burstein. Et on allait le voir, c'était la fête. Parce que moi, j'allais. Alors, il me donnait du papier blanc. Il était avec une blouse blanche, comme tous les docteurs là-bas. Ils étaient tous très gentils. Et j'allais voir, je fouillais dans ces tiroirs. Il y avait des trombones, il y avait du scotch, il y avait des papiers blancs, et il y avait des stylos. C'était des jours de fête, vous voyez. Et je savais que Miron, il était comme mon père presque, même si je savais qu'il n'était même pas le frère de mon père. Mais moi, je l'avais mis dans ma tête comme père d'adoption. C'est pourquoi je voulais vous parler de Miron avant de passer à l'âge où j'ai grandi. D'accord? Donc, je reviens à l'âge où donc, ma mère a gagné au loto. Bon, je réalise que je ne vous ai pas parlé de quelque chose. Mais finalement, je ne sais pas si je vais vous en parler. Je me pose la question, bon, on va dire que je ne vais pas vous en parler, mais on va dire quand même que je vous en parle. Je vais vous dire que j'avais très, très peur quand j'étais petite, très peur quand j'étais toute petite, j'avais très peur aussi après, parce que mon beau-père était très violent et que quelquefois il rentrait dans des colères terribles et qu'il était capable de renverser ce qu'il y avait sur la table avec toute la vaisselle qu'il y avait. Il était capable une fois, je me rappelle, il avait pris une hache et il avait cassé la glace de l'armoire. Et j'avais une peur terrible quand il rentrait dans ces colères-là. Et évidemment, ma mère ne pouvait pas faire quelque chose. Et mon beau-père, il faut quand même que je vous dise qu'il venait du Nord, il venait de ce qu'on appelait les ch'tis, et que dans le Nord, les gens travaillaient très dur. Et dès la petite enfance, j'ai su beaucoup plus tard qu'on mettait dans les biberons des bébés, on leur mettrait comment ça s'appelle cet alcool du Nord? Je ne me souviens pas, là j'ai un trou. Parce que s'il fallait donner du courage aux mineurs et tout ça, donc dès l'enfance, on donnait de la force aux enfants et aux bébés en leur mettant cet alcool dans les biberons. Du picon. Du picon, Meïra. Du picon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du picon. C'est un autre truc. C'est beaucoup plus ancien que ça. Non, c'est autre chose. Et donc mon beau-père, donc cette violence, à mon avis, devait venir de ça. Et mon beau-père avait un frère qui était très gentil, lui, mais par exemple, il était sourd et muet. Je pense que c'est l'alcool qu'on donnait aux enfants très tôt qui faisait ça. Donc j'avais très peur des crises de violence de mon beau-père. Et j'avais très, très, très peur du noir à cette époque-là. Et j'ai eu une peur du noir qui a duré très longtemps. Voilà, je vais parler de violence, de la peur de mon beau-père et de ma peur du noir qui a duré très, très, très longtemps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a quelqu'un qui parle, je crois. Ah, mais c'est moi, on entend moi en écho là. Comment ça se fait? Avi, on entend en écho là. Là, je demande à la technique.
Je m'entends en écho. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, j'ai plus d'écho là. Écho, t'es parti. donc voilà. Maintenant, je vais passer à la seconde partie, après que ma mère ait gagné au loto. Avic, tu sais que de temps en temps, tu dois me briefer sur l'heure, parce que je n'ai strictement aucune notion. Alors, voilà, c'est comme tu le sens. Hein. Quoi? Je ne t'entends pas. Avis, je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui, maintenant je t'entends. Voilà, voilà, on pourra consacrer que quelques minutes à ton adolescence, si tu veux bien, et passer à la dernière partie qui est un petit peu ton départ en Israël, ta prise de conscience sioniste quelque part, et laisser D'accord. un peu ton question. Donc, on va faire ça dans les 10 minutes. Je vais essayer de passer tôt sur l'adolescence. Je vais essayer de passer très tôt sur l'adolescence, excusez le téléphone. Après que ma mère ait gagné au loto, ma mère a fini avec la fourrure. Mon beau-père était boulanger. Donc, avec l'argent, ils ont acheté une boulangerie et c'était à Montmartre. Et à Montmartre, donc, ils ont acheté une boulangerie. Et il se trouve que c'était très difficile de travailler à la boulangerie. Le métier de boulanger était très, très dur. Ma mère avait donc une bonne pour l'aider quand elle tenait la boulangerie. Mais à un moment, elle ne pouvait plus tenir seule. Donc, j'étais en 5e, j'allais rentrer en 4e. Ils avaient acheté une première boutique dans le Marais, rue de Sévigné, au coin de la rue Elzévir, pour ceux qui connaissent. Là, j'allais au cours complémentaire. Ensuite, ils ont changé. On est allé à Montmartre, sur la Butte. Et là, ils ont acheté une autre boulangerie sur la Butte. Et j'étais déjà en 5e et j'attendais la rentrée pour passer en 4e. Et un jour, ma mère m'a appelée en me disant qu'elle voulait me parler. Alors là, j'étais très étonnée parce que c'était très rare que ma mère veuille me parler de cette façon-là. Et mon beau-père est arrivé aussi à ce moment-là. Et il m'a dit, voilà, ta mère est très fatiguée, elle ne peut plus rester seule à la boutique, on n'a pas les moyens de prendre une vendeuse, bon, donc tu ne retourneras pas à l'école à la rentrée et tu vas travailler à la boutique avec ta mère. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'école, alors que j'avais déjà dans la tête des projets de vouloir être journaliste ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment, bye-bye à tout ça. Donc, je suis devenue boulangère à Montmartre. Et surtout, j'avais quand même une chose qui était très importante pour moi, c'était qu'on livrait tous les cabarets de la place du Tertre en pain. Donc, j'étais la porteuse de pain. Et je me tapais les escaliers de la Butte plusieurs fois par jour. Mais ça m'a bien fait bien travailler les mollets, on va dire. Et je livrais tous les cabarets de la place du Tertre. Les peintres me connaissaient. Je passais avec ma corbeille de pain, et les touristes qui étaient allés, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Et les peintres lui répondaient, mais c'est la porteuse de pain. Parce qu'il y avait un film qui était sorti sur la porteuse de pain. Donc, j'avais déjà, si vous voulez. Et donc, je rencontrais les serveurs, les patrons des cabarets, je discutais avec eux. Ils me donnaient des pourboires parce qu'évidemment, je n'avais rien comme salaire à la boulangerie. Et c'était d'abord, je peux quand même un petit peu à vous parler d'une anecdote. C'est que Patachou, à ce moment-là, a ouvert son cabaret et que tous les chanteurs, elle a fait démarrer énormément de chanteurs qui sont devenus très célèbres après, dont Aznavour et d'autres, qui avaient même la complainte de la Butte. Et elle coupait les cravates des clients qui rentraient dans le cabaret de Patachou. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous dire sur toutes mes années d'adolescence, jusqu'à ce qu'à un moment, parce que c'était l'enfer pour moi, ce que j'appelais l'enfer de la boulangerie, et je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de m'enfuir, de trouver un moyen, parce que évidemment je n'avais pas d'argent, et je n'avais pas fait d'études, et pour moi la seule ouverture que je pouvais voir, c'était l'anglais. Et à ce moment-là, les jeunes filles de mon âge, évidemment surtout les juives, elles ne quittaient pas papa, maman. Ce qu'on leur voulait, c'était un avenir de rencontrer un bon juif, un bon mari avec qui elles se marieraient, ils auraient des enfants, ils seraient grands-parents, etc.
Mais moi, je ne voulais pas du tout de ça. Moi, ce que je voulais, c'était me tirer de la boulangerie et je voulais apprendre l'anglais. Donc, moi, je lisais énormément. Eh bien, c'était le début des magazines féminins, dont Elle et Marie-Claire, déjà très engagées. Et grâce à Marie-Claire, ils ont parlé d'une organisation qui s'appelait Amitié Internationale et qui qui mettait des jeunes filles au pair en Angleterre. Donc, grâce à eux, j'ai été adoptée par une famille au pair grâce à Amitié Internationale. Et je suis partie comme jeune fille au pair en Angleterre, à Londres. Et ça a été ma nouvelle vie, c'est-à-dire j'ai quitté la France, je suis devenue une jeune fille juive en Angleterre, normale, avec d'autres jeunes filles au pair. Et ça, c'était le début de la liberté. Et cette famille était juive, comme pratiquement toutes les familles qui prenaient des jeunes filles au pair. J'ai appris ce que c'était que manger cachère, j'ai appris ce que c'était d'allumer les bougies de Shabbat, j'ai appris ce que c'était la choule et les fêtes, Yom Kippour, Rosh Hashanah, où toutes les femmes se rencontraient avec des habits magnifiques. Et voilà, c'était mes débuts dans savoir ce que c'était qu'être juive dans une famille juive. Voilà, est-ce que c'est assez court pour toi, David ? Oui, oui, je crois que ça donne simplement le goût. Malheureusement, le temps file et on peut pas limiter, on peut pas résumer ni une vie, encore moins déjà un livre. Et d'abord, j'appelle les gens, je demanderai à Yasmine de bien vouloir mettre les coordonnées du livre et là où on peut se le procurer pour les gens qui voudront être. Je voudrais simplement que tu conclues un petit peu pour nous dire, tu es en Israël depuis 25 ans, donc tout le monde connaît ton âge puisqu'on sait que tu es né en 1941. Donc tu as passé l'essentiel de ta vie d'adulte. Je suis presque une vieillarde. J'ai du mal à le croire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'une personne, après 50 ans, avec le vécu que tu as, décide un jour de se retrouver en Israël? Donc, si je veux nous parler de 1990-91, qui est un peu une date charnière, en quelques phrases, avant de conclure. D'accord. Alors, la date charnière, tu as raison, c'est la première guerre du Golfe. Et à cette époque-là, moi, je chinais beaucoup dans le quartier de Saint-Paul parce qu'il se trouve que je ne vous en ai pas parlé, mais j'étais antiquaire au Puce à Saint-Ouen, je chinais beaucoup. À Saint-Paul, il y avait beaucoup de brocanteurs, si vous voulez. Et il y avait beaucoup de librairies juives. Et il y avait beaucoup d'affiches dans le quartier. Et quand on parlait déjà beaucoup de Saddam Hussein, etc., il y avait des affiches du Rabbi de Lubavitch dans le quartier que je ne connaissais pas du tout, mais il y avait surtout des librairies. Et on parlait beaucoup de ce qui allait se produire, c'est-à-dire une guerre qui allait se produire. Et il y avait une organisation qui mettait des affiches partout, qui s'appelait Sar-El, et qui cherchait des volontaires pour Israël. La guerre du Golfe a éclaté, c'était au mois de janvier. Je me suis inscrite, je me suis engagée pour partir en Israël parce que je ne pouvais pas supporter les images. Exactement 30 ans comme aujourd'hui, quasiment. Absolument. Et les images à la télévision, dans les concerts, et je voyais les spectateurs et le chef d'orchestre, je crois que c'était Bernstein. Non, c'était pas Ivry Guitlis, c'était Leonard Bernstein, je crois. Ils sortaient tous des masques à gaz et ils se les mettaient sur la figure. Mais ça, c'était insupportable pour moi. Ça me rappelait tellement de choses terribles. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester à ne rien faire pendant cette guerre. Je me suis engagée. Je ne suis pas partie en janvier parce que j'avais quand même une boutique. J'étais avec mon mari, on travaillait ensemble à la boutique. Donc, je suis partie quand j'ai pu partir et je suis arrivée. Et figurez-vous que je suis arrivée quand? Le jour de Pourim. Et la guerre s'est arrêtée. Incroyable. Mais j'étais dans une base militaire. Là, vous me voyez, là, je travaille. On portait des tuyaux énormes parce qu'il y avait des camions qui revenaient avec du sable. Et j'étais l'équipe, la seule qui faisait équipe avec des hommes parce que j'étais très, très forte. On déchargeait les camions, on déchargeait les tuyaux et on passait notre temps à nettoyer les tuyaux. Et à la fin de ce que vous voyez là, les tuyaux, ils arrivaient jusqu'au plafond. Là, vous me voyez avec mon unité, avec des soldats. Je suis avec eux. Et là aussi avec des soldats. Ces années-là ont été pour moi des années comme si j'étais une pionnière qui avait fait partie de la construction d'Israël que je n'avais pas faite. Et là, c'était d'une certaine façon pour moi, une façon de me réparer de ce que j'avais vécu,
quand je n'avais pas été en Israël. Et il s'est passé quelque chose, c'est quand j'ai fait ce volontariat à Sarel dans une base, c'est que, entre autres, c'était pas la première fois que je venais en Israël, j'étais venue en touriste, mais il ne s'est pas passé ce qui se passait pour moi là-bas. Un jour, avec Sarel, on est allé au Kotel. Et à au Kotel, alors que j'étais absolument pas religieuse, je ne connaissais aucune prière, rien du tout. Mais quand même, là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, je vous dirais, j'ai toujours appelé ça quelque chose de mystique. Je me suis adressée à celui avec qui je n'avais jamais parlé jusque-là. Pour moi, il n'était que silence. Pour moi, le silence, comme a dit André Neher, du silence d'Auschwitz au silence de la parole. Et là, je me suis adressée à lui et je lui ai dit, avec mes mots, un jour, j'espère que je vivrai à Jérusalem, que j'habiterai à Jérusalem, que je pourrai étudier à Jérusalem et que je serai étudiante à Jérusalem. Eh bien ça, croyez-le si vous le voulez ou pas, 5 ans après, j'ai fait mon alia. J'ai fait mon alia en ayant tout perdu. J'ai perdu ma mère est morte en 92, ma belle-sœur est morte en 93, les gens les plus chers autour de moi sont morts, Miron est mort, mon chien est mort, on m'a volé ma voiture et je n'avais que mes enfants parce que je ne vous ai pas parlé de mes enfants parce qu'on n'avait pas le temps, mais mes enfants non seulement ils ne se sont pas opposés à ce que je parte en Israël quand je suis partie en 96, parce que pour moi, je suis partie pour sauver ma peau. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais mes enfants, mon fils m'a dit, je préfère une mère debout qu'une mère à genoux. Ils m'ont tous accompagnée à l'aéroport, y compris mon mari, parce que sinon, je sentais que j'allais sombrer dans la dépression, comme ma mère, qui est partie dans une dépression bourrée de cachets qui l'ont tuée. Nous, on mettait tout ça sur le compte de la dépression. Et je suis partie donc en 96. Je ne savais pas que j'allais faire mon alia, je ne savais rien du tout. Je suis partie seulement avec mes valises. Je suis allée à la Sorknout, on était deux, on était mariés. La Chaliart nous a dit, quand on est marié, on ne peut pas faire une alia seule. Mais elle a dit à mon mari, vous faites une alia de couple. Et vous reviendrez, parce que mon mari, il n'était pas question qu'il fasse son alia. En plus, on avait une boutique d'antiquité au plus. Donc, on est venus ensemble. On a fait l'alia ensemble. Et lui, il est reparti. Et moi, je suis restée. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'allais à l'Ulpan. J'étais en colocation. Et je vivais comme une étudiante, c'est-à-dire ce que je n'avais pas vécu, puisque je n'avais pas pu faire d'études. On passait des nuits entières à discuter avec d'autres qui avaient fait là. Là, vous voyez mes enfants, mes petits-enfants, au Kotel. Vous voyez comme ils sont beaux, vous voyez comme ils sont grands. Vous voyez mon mari Nathan, parce que j'ai divorcé une deuxième fois. Nathan, c'est mon troisième mari. J'ai le plaisir de vous en parler, de vous le présenter. Et donc, mes petits-fils, ma fille, là, parce que ma fille déballe des bijoux aussi à Jérusalem. Là, on est au Kotel. Mes deux petits-fils qui sont au mémorial de la Shoah avec moi pour le jour de la Shoah à Paris, qui n'est pas aujourd'hui, comme vous le savez. Et pour la première fois, je crois que c'était l'année dernière, pour le forum intergénérationnel, j'étais à Paris, puisque j'étais venue spécialement. Pour la première fois, j'ai été allumer des bougies au mémorial de la Shoah. Et là, vous voyez les affiches du mémorial. Et là, on est avec mes enfants et mes petits-enfants à Drancy, ma fille au milieu, dans les wagons, comme ceux de mon père, qui les a emportés. Et là, à côté, vous voyez la photo de mon père, celle que j'avais avec moi quand j'étais petite, et c'était celle qui me donnait du courage. Et là est inscrit tout ce qui s'est passé. Mon père qui est inscrit, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, tout ce qu'il était, tout ce qu'il a... et qui il était et pourquoi il a été déporté par le convoi 2019. Je crois que j'ai essayé de dire le maximum de ce que je peux. Mais Ira, je crois que on a fait un tour de force en un peu plus d'une heure. La bar mitzvah de mon petit-fils avant le Covid. On est rentré de toute urgence à Paris. On a pris le dernier avion de Transavia. Mais j'étais là pour la bar mitzvah de mon petit-fils. Et vous pouvez voir mon fils et mes deux grands petits-fils avec les talites. Mon petit-fils avec les teilim les téphilim pour la première fois.
vous voyez, comme le chemin que j'ai pu faire pendant ces quelques années où je suis passée de l'âge de, bon, on n'en parle même pas, de 1941. Et je vais vous dire, l'âge, il est dans la tête, l'âge chronologique. Moi, j'en ai rien à faire. Voilà. Je suis une combattante, je voulais dire ça aussi. Et nous, les enfants cachés, on a été dans le silence pendant 50 ans, mais je peux vous dire qu'on n'a pas été des victimes. On s'est battus. Si vous lisez mon livre, vous verrez qu'on a été des combattants. On a réussi à avoir des enfants, on a réussi à avoir des petits-enfants. Et notre identité juive, on l'a gardée. Et c'est pour ça qu'une grande partie d'entre nous est en Israël, parce qu'on est des combattants. Les victimes, c'est fini. Moi, je suis sortie de ce que j'appelle l'enfermement victimaire, parce que c'est quelque chose qui vous enferme en victime éternelle. Voilà sur ce que je voulais finir. Mais je ne rajouterai rien de plus. Je crois que c'est la première fois en 65 conférences que nous avons fait où nous n'allons pas donner la parole au public. Il y a eu beaucoup de témoignages personnels, privés et qui vous sont adressés particulièrement. Donc, je crois qu'effectivement, il n'y a pas lieu à des questions. Je pense que les gens qui voudront connaître plus… Non, il y a plein de questions, mais je crois que c'est bien de terminer sur ton récit, sur ton émotion, sur ton histoire, sur ton vécu. Je crois que c'est ça qui est l'essentiel en cette journée de la mémoire, cette journée de la commémoration internationale de la Shoah. Je crois qu'on a très bien fait, c'est une très bonne initiative. On a eu énormément de personnes qui nous ont suivis. Donc, je te propose de regarder le chat à titre personnel et pouvoir éventuellement répondre et en tout cas voir un petit peu les messages qui t'ont été transmis. Voilà, je crois qu'on a effectivement reçu une belle leçon de courage, une belle leçon juive. C'est extraordinaire de pouvoir encore en 2011 avoir le témoignage vécu tel que les tiens avec autant d'émotions, autant de personnalité. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Est-ce que je pourrais juste ajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut terminer sur la couverture de mon livre et avec l'amandier, parce que mon amandier, là, il est extraordinaire, c'est le plus bel amandier du quartier. On est tous bifchat. Et si vous lisez mon livre, vous saurez à quel point mon amandier a une importance extraordinaire dans mon histoire et comment il a été présent dans tous les grands moments de ma vie. Le voilà, et je suis sûre que ce soir est encore un grand moment, et mon amandier est avec moi, et si on était le jour, je vous aurais sorti mon téléphone pour que vous puissiez le voir, tellement il est beau. Merci beaucoup. Toda Rabba, Toda Meira, Toda à tous. Bonne soirée. Bonne fête de Toubishvat à tout le monde, et merci à tous d'avoir été là. Et pour ceux qui veulent nous suivre, nous serons là demain soir à la même heure, 19h heure de Paris, pour une autre conférence sur un autre thème. Vous allez recevoir des invitations tout au long de la journée de demain. Surtout, le bon livre est vendu à la FNAC, dans toutes les librairies en France, sur Amazon, partout, on peut le commander, et en Israël, on peut aussi le trouver. Voilà, c'était la dernière question qui nous a été posée. Merci beaucoup. Voilà. Auprès de moi. Hein? On peut le trouver auprès de moi. Et auprès de moi aussi, mais je suis à Jérusalem, on est confiné. Alors, c'est pas facile. Erev Tov, Toda Rabba. Erev Tov, ton fils vient de parler. Erev Tov. Merci, bye, à demain. Au revoir. Sandrine. Ah, c'est Sandrine à côté.